Alors, je vais m'appuyer sur le voleur de visage. On voit un masque de Kitaro, hommage au maître des yokai. Est-ce qu'il a eu une influence sur vous? Donc c'est vrai, pour Kitaro, je regardais tout le temps à la télévision cette série sous forme d'animation. Et d'autre part, le professeur Tezuka, Blackjack, c'était également un manga que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que, sous la forme d'un masque, j'ai laissé paraître. Mais lorsque j'y réfléchis, peut-être que cela posait des problèmes au niveau des droits d'auteur. Du coup, idem pour Blackjack, qu'on retrouve peut-être en référence dans Frankenstein ou Black Paradox. Est-ce que c'est une lecture qui vous a particulièrement inspiré? Alors, pour Black Paradox, voyons, en fait, le point de départ, c'était un documentaire qui est passé sur la NHK. Lorsque, en fait, il s'agit de l'histoire des accidents dans le domaine spatial, il y avait une émission documentaire qui est passée sur la NHK. Il s'agit dans le développement spatial, toutes sortes d'accidents ont eu lieu, parfois avec des morts tragiques. Donc des astronautes partent dans l'espace. Tout ça pour expliquer que c'est vraiment une entreprise très très difficile, et je me suis dit pourquoi ne pas tirer parti de ces images. Partir dans l'espace et revenir, c'est quelque chose d'éprouvant, quelque chose très difficile, mais peut-être ça rejoint l'idée de partir dans l'au-delà et de revenir. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait creuser de ce côté-là, ce qui m'a inspiré et produit cette œuvre. D'accord. J'ai lu aussi sur une interview sur Internet que vous trouviez vos idées dans la vie quotidienne et que vous ajoutiez l'horreur plus tard. Est-ce que c'est ça qui donne à vos histoires une dimension si universelle et qui nous touche particulièrement en France? Voyons, on pourrait dire que cela n'est pas lié directement au pays. Donc cela peut avoir une portée universelle, tout le monde peut comprendre ces histoires. Alors, de même que vous précisiez, dernièrement, j'ai été intéressé par des documentaires sur les samouraïs antiques. Je suis intéressé par le travail des marionnettistes, des terres et cultures perdues, qui sont une grande source d'inspiration aussi. Et donc on trouve dans Uzumaki des poteries, on trouve des marionnettistes dans la maison de poupées. Est-ce que c'est une manière de parler de l'artisanat qui est proche finalement de l'art du mangaka? Oui, moi-même, je pense que j'appartiens à la catégorie des artisans, puisque je crée quelque chose, je m'intéresse à toutes ces professions, qui créent de l'artisanat par exemple. J'étais prothésiste dentaire dans un lointain passé. On a besoin d'un savoir-faire d'artisan. Puisqu'on a pour créer ces prothèses dentaires, ces dentiers, j'aime bien fabriquer des objets et peut-être que cela se voit dans mes œuvres. Alors toujours côté influence manga, Kazuo Umezu, le père du manga d'horreur, dont le manga le plus connu est L'école emportée, vous a marqué dans l'écriture et le dessin? En effet, lorsque j'étais à l'école primaire, il y avait cette série qui paraissait, je l'ai lue au départ sous forme de volumes distincts. En tout, il y a 11 volumes. Et le dernier volume, c'est-à-dire, j'ai commencé par le 11e volume. C'est tout à fait par hasard. Et j'ai mis beaucoup de temps pour lire l'ensemble de ces volumes. Et j'ai pu me rendre compte de la densité de l'intrigue parce que du début à la fin même, les pistes secondaires, les indices, c'est vraiment bien construit. Et même tous ces dessins de monstres, c'est vraiment
formidable. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a des monstres, on ne peut pas faire plus horribles, qui apparaissent les uns après les autres, ou bien ce sont des enfants, mais ils s'assassinent de manière vraiment horrible et choquante. Donc on peut dire que tout ceci était vraiment très neuf et c'était tellement choquant que je pense que j'en ai été influencée. Alors on peut citer aussi, toujours dans cette partie influence, des écrivains comme Su Tsui, dont le public français connaît l'adaptation Paprika par Satoshi Kon en 2006, ou encore je pense à Lovecraft. Est-ce que vous lisez des auteurs classiques et est-ce que vous lisez des auteurs contemporains ? Donc, je pourrais vous dire que la plupart des auteurs contemporains, donc actuels, je n'arrive pas tellement à suivre ni les comprendre. Mais pour ce qui concerne les auteurs classiques, pour ce qui concerne les livres du professeur Tsutsui, qui a déjà un certain âge, donc j'ai l'impression d'être plutôt attirée par de l'ancien. Tout ça pour ne pas vous... Je ne veux pas dire que M. Tsutsui fait partie du passé ou qu'il est âgé ou ce genre de choses. Mais il y a beaucoup d'œuvres de nouvelles avec des idées remarquables, tout à fait surprenantes et qui permet de dire mais comment a-t-il fait pour trouver de telles idées? Et moi aussi j'aimerais bien surprendre mes lecteurs de la même façon. Donc voilà ce que j'ai pu penser de cet auteur. Lovecraft, j'aime beaucoup. Tout d'abord, l'atmosphère me plaît beaucoup. Je veux dire par là qu'il y a l'horreur, l'épouvante de l'inconnu. On n'arrive pas clairement à définir l'essence de cette épouvante. Et au fur et à mesure de la lecture, souvent on ne passe pas à la ligne. Donc il y a énormément de caractères sur une page. Et lorsque on lit ce livre, franchement, on en tremble de peur et on ne peut plus s'en passer de ce type d'auteur. Et donc je voulais finir aussi cette partie influence par Les Dents de la Mer de Steven Spielberg et donc et élargir au cinéma peut-être hollywoodien. Est-ce qu'il vous influence beaucoup? Non. Tout à fait. Aussi bien Jaws. Lorsque j'étais encore écolier, à l'école primaire, je pense que Jaws est passé sur les écrans. Moi j'habitais à la campagne, donc je n'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu à la télévision. Donc on pouvait vraiment dire que c'est un requin qui ressemble à un robot, donc qui est vraiment énorme et qui mange les gens les uns après les autres. C'est ce que j'ai trouvé de vraiment choquant. Et vraiment, là, dans le Gyo, comme on peut le voir à l'écran ici, l'idée qui m'est venue d'abord à l'esprit est que le requin, déjà, sa seule présence dans la mer peut nous faire peur. Mais là, finalement, le requin quitte la mer et il vient attaquer des gens qui se trouvent sur le rivage, sur terre. Donc c'était le point de départ. Et Jaws, c'est ce qui m'a inspiré tout cela, un point de départ. Et du coup, pour le cinéma en général? Pour les films d'horreur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qui compte, c'est l'atmosphère. Donc les films, c'est une production anglaise, Christopher Reeve, avec des stars comme cela qui jouent dedans, des films d'horreur. C'est une production qui s'appelle Ama. Bon. Et cette atmosphère-là, donc j'adore cette atmosphère. Bon, c'est souvent à la télévision que je vois tous ces films. Donc de tous les films de Ama Pro, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour les films hollywoodiens, j'ai beaucoup aimé aussi Spielberg. Et pour le cinéma français, il y a pas mal de films d'horreur. Peut-être que je me trompe, par exemple du réalisateur Henri-Georges Clouzot, Une femme diabolique.
je crois qu'il y a un film qui porte ce titre. Voici l'histoire. J'ai oublié sa profession. Peut-être qu'elle était peut-être professeure dans un orphelinat avec son mari. Et puis sa maîtresse conspire pour essayer, je ne sais pas si je peux dire la femme ici, mais enfin en tout cas, qui cherche à tuer la femme. Enfin bon, il y a donc un coup de théâtre. Et enfin vraiment, c'était épouvantable. On en restait glacé. Et même cela, on pouvait évoquer le Japanese horror qui était à la mode il y a 10 ans. C'était le titre japonais. Il y avait donc un œil sans visage, le titre d'un autre film, dont voici l'histoire, la fille d'un médecin. Elle n'avait pas de peau sur le visage. Et donc, elle avait toujours un masque blanc sur son visage, mais on ne voyait que ses yeux. Et la nuit venue, donc elle passe dans un couloir sombre, la nuit venue. C'est une scène qui fait peur. Son père étant médecin, donc il enlève sa fille, déchire la peau, et donc il enlève des filles dans la ville pour essayer de faire une greffe de la peau sur le visage de sa fille. Donc j'ai été influencée également par ce type de film. Bon, j'espère que vous prenez des notes. Alors, on évoquait donc tout à l'heure les yokai. J'aimerais revenir sur cette influence des yokai, mais comme dans vos histoires modernisées, et qu'on retrouve surtout dans des figures féminines, comme les Fukakushi Onna, Ubume, Ruko Rokubi. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un inconscient qui revient ? Vous voulez dire les monstres que j'ai représentés ? Moi j'ai l'impression en lisant vos mangas que ce sont des versions modernes en fait d'anciens monstres, d'anciens yokai populaires. Oui, voyons. Donc je pourrais vous dire que dans mon cas, je suis plutôt donc j'ai une phobie des femmes. Donc j'ai peur des fantômes femmes. Donc ce qui serait une explication. Bon, c'est un secret entre nous. Hein. Ça tombe bien, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Justement, ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans vos histoires, qui détiennent les clés. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé dans un magazine shoujo, en fait, comme le Monthly Halloween ? Oui, voyons, oui c'est vrai, on pourrait le dire. En effet, donc il y avait Asahi Sonorama, une maison d'édition. Il y avait Gekkan Halloween qui paraissait de cette maison d'édition. C'était destiné aux shoujo, jeunes filles. Donc forcément, donc, les auteurs écrivent pour ce public-là. Donc on voit représenter de jeunes filles et également des jeunes gens fort beaux. Parce que donc, on anticipait l'attente des lecteurs. On peut expliquer cette tendance de cette façon. Mais même en changeant de magazine, vous avez conservé cette tradition alors d'avoir une héroïne particulièrement ? Oui, bon, cela ne veut pas dire que constamment mes personnages principaux soient des femmes, mais à partir d'une idée, je conçois l'intrigue, mais dans le processus donc, d'élaboration de l'intrigue, je me pose la question de savoir quel serait le personnage principal idéal. S'il faut un jeune homme, je choisis un jeune homme, mais cela ne veut pas dire que je veux qu'il y ait à tout prix une femme dans le rôle de personnage principal, mais c'est vrai que cela s'est souvent vérifié. Alors au Japon, le fantastique et l'horreur en particulier reste un genre féminin du coup, souvent utilisé par les dessinatrices pour évoquer le difficile rapport de force et la pression sociale qu'elles peuvent subir. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce sujet ou sur les dessinatrices, sur vos pairs ? Voyons, c'est vrai, la pression sociale, oui, cela peut donc être une énergie qui débouche sur la création d'une œuvre, et en particulier dans la thématique donc de l'épouvante, de la peur. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent effrayer une femme. Par conséquent, c'est vrai qu'une femme peut donc facilement créer
donc le genre être de l'horreur. Alors on va finir sur cette question parce que dans Remina, Planète de l'Enfer, la jeune femme, comme dans Spirale d'ailleurs, est une figure christique, une vierge sacrifiée. Du coup, d'où vient cette idée En fait, l'idée de départ, c'est l'éditeur qui était en charge de ce projet, qui a eu l'idée. Donc je me demandais sur quelle idée je pourrais écrire. Et Monsieur Ito me dit, on me dit, Monsieur Ito, vous savez, une planète géante arrive de l'espace, et pourquoi cette planète n'aurait pas un visage et se mettrait à manger la planète Terre? Qu'est-ce que vous diriez donc d'un manga comme cela? M'a-t-il proposé. Au départ, je me disais, mais c'est pas possible, c'est insensé. Cela ne me tentait pas beaucoup, ne m'inspirait pas. Mais pour ce qui est donc l'image d'un astre, d'une planète, finalement avec des yeux géants et puis une bouche de laquelle sort une langue, je me suis dit, pourquoi pas, cela peut être intéressant. J'ai commencé à travailler dessus. Donc Jupiter, c'est ce que je préfère dans le système solaire. Et il y a donc dans Jupiter, il y a des motifs qui ressemblent à ceux d'un œil sur Jupiter. Donc je me suis inspirée de Jupiter. Et lorsque donc je crée l'intrigue, l'histoire, avec cette planète géante, et donc cette jeune fille qui est toute petite par rapport à la planète, les deux portent le même nom. Je me suis dit, on peut peut-être créer un drame à partir de là. Et là, donc l'éditeur en charge du projet me dit, bon bah écoute, tu n'as qu'à la persécuter à fond. J'ai eu ce conseil tout à fait précieux. Et donc j'ai dû étudier pour cela la torture. Le sujet de la torture, voilà. Si on veut, c'est ça, une torture artisanale alors. Mais à y réfléchir avec le recul, Monsieur Nagaigo, je ne m'en rappelle pas bien. Donc, je crois qu'il y a Debilman. Peut-être qu'il y a trop de ressemblances avec Debilman, ça c'est vraiment ce que je me reproche. Mais enfin, donc c'est la fin de la Terre, les habitants, les terriens, donc peuvent perdre la tête, c'est ce que j'ai voulu dépeindre en fait. Alors dans Tomier également, on a des variations, un éternel recommencement, la catharsis. Est-ce que le sacrifice d'une personne est un mal nécessaire pour que le monde continue de tourner ? Alors voyons, en fait, une signification sociale ou bien des messages profonds, je n'ai jamais tout cela à l'esprit, je n'y pense pas. Que des personnes, une fois décédées, puissent ressusciter, je peux trouver cela surprenant. Si cela a lieu, cela peut être vraiment surprenant. C'était cela à l'origine de la création de cette œuvre. Bon, c'est devenu une série, donc il y a toutes sortes d'éléments qui s'y sont associés. Mais enfin, il y avait des thématiques sociales alors qui sont apparues au fur et à mesure. Alors donc Tomier toujours, le voleur de visage aussi, on a l'impression que la beauté est une obsession omniprésente, mais aussi très suspecte pour vous dans vos histoires. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui est beau, le beau, ce qui est laid, cette thématique-là, donc déjà il y a Umezu Kazuo, c'est vraiment un classique, c'est une thématique classique. À l'intérieur de ce qui est beau, il y a quelque chose qui peut effrayer, et puis les monstres ont une beauté grotesque. Et si on a un visage trop beau,
à y réfléchir d'un peu plus près, cela peut être quelque chose d'effrayant. Quand un village est trop déformé, certes, il peut faire peur, mais quand il est trop beau, cela peut inspirer la peur également. Alors, est-ce que cette recherche-là aussi est liée au dessin? Parce qu'on a le jeu de rechercher la perfection. Est-ce que c'est aussi une mise en abîme esthétique? En effet, dans le domaine de l'art, il y a le genre que l'on appelle bijinga, les portraits de belles femmes. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu poursuivre la recherche des belles femmes dans les mangas d'horreur. Donc, j'essaye de dessiner de belles femmes attractives. J'ai fait des efforts. Donc j'ai fait tout mon possible pour avoir des visages bien réguliers. Et cela, c'est vrai que donc cela correspond bien au genre de manga d'horreur. Alors dans votre dessin, on sent aussi une minutie, une envie de rendre ces univers crédibles, en fait pour mieux y intégrer de l'étrange. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous utilisez beaucoup de documentation? Est-ce que c'est des choses que vous avez vues? Est-ce que c'est... Oui, voyons, sur ce point-là, en fait, en fonction, chez certains mangaka, ils peuvent garder en mémoire ce qu'ils ont vu, et ils arrivent à faire leurs dessins, des maîtres vraiment remarquables. Mais dans mon cas, je suis obligée de regarder des photographies, donc je prends des photos, voire je fais des recherches sur Internet, je ne peux pas recopier tel quel, donc je m'en inspire pour ensuite en faire des dessins. Donc dessiner à fond, lorsque je faisais Spirale, Uzumaki, c'était le pire. Parce qu'il y avait comme la phobie du blanc. Je me disais, si je laisse du blanc, ça ne va pas. Donc je continuais à écrire, dessiner pour remplir tout l'espace. Et lorsqu'on va trop loin, ça devient tout noir. Autrefois, il y a Harry Clarke qui était faisait des illustrations pour les romans d'Edgar Allan Poe. Et les dessins de ce dessinateur, c'était vraiment rempli un petit peu. C'était vraiment des illustrations comme des pierres précieuses très belles. Donc de belles illustrations. J'essayais de m'en approcher. Bien sûr, je n'ai pas du tout rattrapé cet illustre dessinateur. Peut-être que j'ai pu parvenir. J'essayais au moins de parvenir jusqu'à ses pieds. Donc j'ai rempli. Et donc du coup, c'est devenu bien noir. Alors du coup, est-ce qu'il vous arrive aussi de reprendre des pages ou de modifier l'histoire à partir du visuel ou de la composition des planches? On a parfois des moments qui sont comme ça plus énergiques. Est-ce que ça modifie l'histoire aussi? Oui. En fait, pour ce qui est de composition des planches, il y a des réunions préparatoires avec l'éditeur. On appelle c'est comme storyboard, quelque chose, une ébauche, et on le montre à l'éditeur, et on reçoit quelques conseils. Il nous dit il vaut mieux faire ceci ou cela. Donc il s'agit d'avis précieux, donc on en tient compte et je fais des corrections à ce stade-là. Parfois, il m'arrive quand même que l'on me dise de corriger une fois que tout est fini. Mais pour changer quelque chose qui est entièrement fini, cela demande beaucoup de travail et ce n'est pas évident. Mais si cela permet d'améliorer le travail, je le fais. Alors du coup, certaines planches en fait semblent relever un petit peu du jeu. Par exemple, vous disiez dans une interview justement que vous aviez passé beaucoup de temps à composer ces planches, à vous amuser, à être très minutieux. Est-ce qu'il y a un plaisir du dessin qui motive aussi l'histoire? Oui, voyons.
En fait, dans ma tête, jusqu'à une certaine mesure, j'ai quand même l'image du dessin tel qu'il est fini. Donc j'essaye de me rapprocher de cette image-là. Et en particulier, donc, dans certains mangas d'horreur, je pense que c'est l'atmosphère qui compte. Donc en rajoutant des détails, donc une certaine atmosphère peut être créée, et également la fluidité des lignes en fonction de ces aspects-là. On peut créer une atmosphère propre à l'horreur, et pour justement créer cette ambiance, cette atmosphère d'horreur, j'utilise, j'en rajoute. Alors, on va passer aussi donc sur l'horreur et ses codes, justement, parce que au Japon, bien plus qu'en Occident, la littérature horrifique est bien plus populaire et codifiée, il me semble. Et donc, vous jouez avec les codes du genre, avec l'horreur frontale, l'horreur suggestive, en alternant donc des passages malsains ou gore. Quelles sont justement vos envies, quels sont ces moments préférés, comment vous jonglez avec ça? Ah oui, donc dans le grotesque, on peut parfois ressentir de la beauté. Cela peut m'arriver. Par exemple, donc, il y a un peintre qui s'appelle Giger. En fait, il a fait le design de Alien, le film. Et lorsque je regarde ses dessins, c'est vraiment grotesque, inquiétant. Mais en même temps, on ressent de la beauté. Et moi aussi, j'essaye de m'en inspirer, c'est-à-dire j'essaye de trouver le beau dans le grotesque, dans mes œuvres. Et donc dans les ébauches, je réfléchis, j'essaie par tâtonnement, et j'essaye de dessiner en cherchant des solutions. Alors le dégoût, en particulier le visqueux, les langues, les corps déformés, semble aussi omniprésent dans vos œuvres. Est-ce que c'est une ruse pour accentuer l'horreur ou un plaisir graphique? Oui, je pourrais vous dire que ce qui est grotesque, peut-être que j'aurais du mal à l'exprimer par des mots, mais il y a quand même il y a quelque chose qui m'attire, donc un charme qui m'attire, parce que le corps humain, parfois, a une forme étrange, dégage une étrangeté. En fonction des gens, certains me disent mais c'est un gag, ça fait rire, mais il y a donc dans l'étrangeté quelque chose d'étrange, le charme suscité par l'étrangeté. Et donc justement les déformations vont jusqu'au grotesque, et donc c'est l'occasion d'évoquer un peu l'humour lié à l'horreur. Est-ce que justement cet humour qui est un petit peu omniprésent dans vos livres, c'est un peu une marque de fabrique? Oui, donc le rire. En fait, le rire et l'horreur, l'épouvante, ont des liens ils sont intimement liés. C'est le professeur Umezu Kazuo. En fait, dans mon cas également, je n'ai pas cela constamment à l'esprit. Essayer de relier coûte que coûte le rire et puis l'épouvante, l'horreur. Mais finalement, cela vient tout naturellement. C'est que lorsqu'on veut faire quelque chose d'étrange, parfois cela peut frôler l'humour. Ce n'est pas l'effet que je recherche, mais finalement, en dernier ressort, cela peut déboucher sur le rire, une expression qui débouche sur le rire. Donc justement, il y a aussi la surprise, donc l'effroi, et on peut les rapprocher aussi des traditions du théâtre no ou kabuki.
Comment est-ce qu'en dessin, on fait naître une émotion uniquement avec le sens de la vue? Comment on arrive à surprendre le lecteur? En fait, donc c'est vraiment très difficile comme question. Par exemple, une image que je trouve intéressante, j'essaye de ne pas la laisser échapper. Ou bien même des images vagues, au fur et à mesure que l'on dessine, en se disant c'est pas ci, c'est pas cela, mais au fur et à mesure que l'on dessine, on fait des trouvailles. Et on se dit qu'on peut aller dans cette direction et finir, aller jusqu'à la finition avec cette idée. Donc je pense que je suis quelqu'un de plutôt visuel. Donc pour moi, je considère que c'est l'image qui vient en premier lieu. Donc le visuel, je pense que le visuel, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui constitue la totalité. Et justement, c'est peut-être une des raisons qui explique l'engouement des réalisateurs pour vos récits, pour les adapter en film. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. En fait, mes œuvres, pour les réalisateurs de films, je pense que ce sont des contenus intéressants, exploitables. C'est vrai que je reçois beaucoup de propositions. Et à un moment, il y avait beaucoup d'adaptations cinématographiques. Mais les films, donc il y a le son. Donc c'est une arme tout à fait importante, forte. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire l'intérêt du visuel. C'est un domaine où l'on recherche tout l'intérêt que procure le visuel, la dimension du mythe. Donc je me dis que si je pouvais faire un film, ce serait quand même ce qu'il y a de meilleur. Mais ce n'est pas chose évidente, c'est pour cela que je fais des mangas. Donc on va passer aussi à quelques questions sur la culture japonaise. Est-ce que vous pouvez me faire signe aussi quand on arrive à 30 minutes pour les questions, que je déborde pas trop? Donc la J-horror repose un peu sur la tension, l'horreur psychologique, les récits de possession, les fantômes. Et pourtant, vos mangas semblent ne pas se limiter à la culture japonaise. Comment l'expliquez-vous? En fait, tous les histoires de fantômes propres à la tradition japonaise, par exemple les kaidan de Yotsuya, l'histoire de fantômes de Yotsuya, l'histoire de Okiku, donc des grands classiques d'histoire de fantômes. Donc pendant les grandes vacances en été, il y avait souvent des séries, des téléfilms à la télévision. J'adore les fantômes, mais à l'inverse, la thématique des fantômes, peut-être que ce n'est pas, peut-être que c'est un peu péjoratif, mais on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu banal. Par conséquent, j'ai voulu trouver quelque chose dans une direction un peu différente. Il y a des romans fantastiques, chefs-d'œuvre des romans fantastiques occidentaux. Il y a un livre avec ce titre qui est paru au Japon et qui réunit toutes les nouvelles d'histoires fantastiques de fantômes que l'on trouve dans le monde entier. C'était vraiment un livre passionnant. Il y a aussi bien des histoires de fantômes, mais aussi des histoires supranaturelles, surnaturelles. Vraiment, on avait beaucoup de surprises. Tout à fait. Moi-même, les histoires de surnaturel, cela me tente. Je voudrais aller dans cette direction également dorénavant. Et donc, justement, à propos de ces histoires surnaturelles, la maison hantée ou la ville hantée et les relations malsaines familiales, les conflits sociaux, en fait, ce sont vraiment des thèmes récurrents de la J-horror. Et je trouve qu'à de rares exceptions, vous souscrivez quand même à ces modèles, non? Oui.
Donc par exemple, il y a G Horreur qui s'appelle Gion. Il s'agit donc qui traite de la violence domestique. C'est une thématique. Normalement, la famille, c'est le lieu où on doit se sentir sécurisé. Or, c'est le lieu où éclate la violence, l'angoisse, par exemple vis-à-vis des enfants. Et cela peut avoir des répercussions importantes sur les enfants. Donc c'est vraiment l'une des thématiques importantes de l'horreur, des thématiques propices. Et du coup, c'est un univers quasiment urbain. On parlait tout à l'heure des psychoses collectives avec la fin du monde. Et en fait, les questions de société semblent être au cœur quand même de vos mangas. Et est-ce qu'on peut y lire une interprétation un peu politique ? Oui, voyons, sur ce point, je suis quelqu'un de pacifique, j'aime la paix. Et donc, tout ce qui est incertitude sociale, j'en ai peur. A contrario, dans l'horreur, peut-être que c'est toutes ces angoisses qui transparaissent. Il ne s'agit pas d'un thème direct, mais finalement, cela finit par apparaître. Et justement, à la fin de la nouvelle édition française de Uzumaki, on peut lire un essai de Masaru Sato qui analyse le manga justement sous un angle économique, voire marxiste. Est-ce que vous l'aviez pensé comme une fable sociale ? Oui, personnellement, j'ai dessiné, j'ai fait cette œuvre sans penser du tout à ces aspects-là. Si le professeur Sato a vu dans la spirale, s'il a retrouvé Marx, le Capital de Marx, j'étais surpris parce que j'avais pas cette prétention-là. Mais ça dépasse ce que j'ai fait. Donc là, je suis restée un petit peu perplexe. Et justement, je ne sais pas si vous êtes familier du travail de Stephen King, mais justement, dans son travail de la mise en scène des classes moyennes, ou ces fictions en fait, qui se passent toujours pareil dans des petites villes oubliées ou loin des centres économiques, je trouve qu'il y a une proximité en fait avec donc les fictions de l'auteur de Carrie. Est-ce que vous lisez ces livres ? Est-ce qu'il y a une influence aussi ? Oui, voyons. En fait, je n'ai pas suffisamment étudié sur ce sujet, donc j'ai pratiquement pas lu les livres de Stephen King. J'ai juste regardé des films, donc je ne saurais pas vous répondre avec exactitude. L'idée d'éternel recommencement, donc à la fin du livre de Spirale, lie forme et fond et donne vraiment une ampleur au récit une fois qu'on a l'intégrale et qu'on a pu lire la totalité des histoires courtes, alors qu'en fait il me semble que c'est la forme courte qui est votre moyen d'expression le plus privilégié. Comment êtes-vous passé du format en fait le feuilletonesque au format long ? Oui, je pourrais vous dire que il y a des magazines où j'ai fait paraître Spirale, c'est chez Shogakukan. Donc c'était un hebdomadaire, Beef Comic Spirits. Normalement, cela paraît, je devais produire un épisode par semaine. C'était les souhaits de la maison d'édition, mais avant j'étais sur des mensuels, donc j'ai dit que je ne pouvais fournir une histoire que par mois. Donc finalement, 30 pages par mois. J'ai dessiné 30 pages par mois. Et pour
pour une histoire, il était possible d'en faire une histoire courte à lire d'un seul coup, mais j'ai pensé qu'il était peut-être le temps était venu pour relever le défi donc d'un format long, un feuilleton. Donc j'ai voulu relever aussi un défi et donc je me suis mis au feuilleton, mais c'était pas évident. 最初の頃は1話完結 Au départ, le 1 donc se terminait. Donc on ne peut pas parler peut-être de format long, mais vers la fin, il y a des histoires qui se suivaient. Je ne sais pas si c'était une réussite, je n'arrive pas à le dire moi-même. Mais lorsque c'était donc à le format court, donc une histoire qui se lit de manière autonome, finalement le Spirale n'a pas eu de bons échos. Peut-être parce que c'est devenu un feuilleton. Je me pose la question. Et donc du coup, vous n'aviez pas écrit toute l'histoire à l'avance, c'est venu au fil des épisodes. すみません、一度お願いします。そうです。Tout à fait. Donc je décidais d'un thème donné, c'est-à-dire que le thème c'était celui d'une spirale, d'un tourbillon. Donc un phénomène surnaturel, étrange, lié au tourbillon, à la spirale. Donc je faisais des histoires sur ce thème, mais au fur et à mesure que l'on entre dans la fin, on commence à voir, on arrive à imaginer comment l'histoire va se terminer. C'est-à-dire que je voulais, donc j'avais une idée de faire apparaître un bâtiment sous la forme d'un tourbillon. Et donc j'ai déployé l'histoire dans cette direction-là. Et il y avait donc un effet papillon qui se produisait de manière annexe. Par exemple, je veux dire par là, lorsque un papillon ploie ses ailes sur un coin de la Terre, cela provoque des tempêtes de l'autre côté de la Terre. Donc cet effet papillon, j'avais entendu parler, donc au moment de l'écriture de la spirale, j'ai entendu parler de l'effet papillon, je me suis dit je vais pouvoir utiliser l'effet papillon. Donc la malédiction de la spirale, une simple brise peut se transformer en tornade. Donc c'était une clé de cette histoire. Merci beaucoup. On va essayer de passer à quelques questions au public. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si il y a déjà une question par là. Le micro va circuler. Bonjour, on va parler d'adaptation cinématographique. Je voulais savoir comment il acceptait déjà qu'une de ses œuvres soit adaptée et quel était son degré d'implication dans la réalisation, la production d'un de ses ouvrages. Oui, alors au départ, lorsque l'on m'a parlé d'adaptation cinématographique, c'était sur Tomie, on m'a dit on veut en faire un film. Donc je crois que comme il y avait des personnages tout à fait qui étaient propices pour un film, j'aime beaucoup le cinéma, et que mes mangas, les mangas que j'avais dessinés, que des grandes, des majors japonais de cinéma voulaient en faire un film. C'était vraiment émouvant, j'étais vraiment très content, j'ai tout de suite donné mon accord. Et pour ce qui est de ma participation, donc j'ai vérifié le scénario. Le premier scénario, il y avait des monstres qui se débattaient de manière plutôt voyante. Donc finalement, ils ont pris moins de place. Et je ne vais pas dire qu'ils deviennent discrets. Il y avait aussi des questions de budget. Donc ça, je ne peux pas trop le clamer sur les toits. Mais il y avait des contraintes. Il y a toujours des contraintes lorsque l'on veut faire un film. Donc c'est peut-être plutôt difficile comme résultat. Mais enfin,
映画に関しては楽しみま Pour, した。 j'ai vraiment, c'était vraiment une expérience plaisante pour ce film. Alors il y avait une question juste devant aussi. Merci, je voulais lui poser une question. Par exemple, à la fin de Spirale, je trouve que c'est presque une happy end et qu'elle est extrêmement légère. Et dans beaucoup de nouvelles, il y a une certaine poésie, une nostalgie, une certaine légèreté. Paradoxalement, à côté de l'horreur, je pense notamment au Recueil Tunnel où un personnage peut rêver 1000 ans alors qu'il n'a l'air que de rêver 8 heures. Et je voulais savoir si ça appelait des thématiques inconscientes, si c'est un travail conscient et pourquoi. En fait, ce que je veux savoir, c'est pourquoi et comment il y a cette douceur en même temps dans les récits alors que c'est quelque chose de quand même très trash. そうですね、私は En fait, 本当は je dois vous dire 最後に que, en réalité, 主人公の女の子を donc 殺 tout à し la てしまおう fin, かと思ってたんです j'avais pensé à un moment tuer 担当編集者 donc から l'héroïne. 反対されま Mais して l'éditeur en charge de ce projet s'y est opposé. Il m'a dit ça vaut mieux de ne pas la で tuer. まあ Et donc, そうですね、ボーイフレンドとの donc son petit 恋 ami, も il y avait 要素として l'histoire あり d'amour. ますし C'est une des dimensions de 声を l'histoire. ちょっと成就させてあげ Donc たいなと peut-être まあ faire au moins 話 que が son ストー amour リーが長く aboutisse. なると私も Lorsque キャラクター l'histoire に情が移って se くるものです prolonge, から moi aussi je commence à m'identifier, à aimer ces personnages. ハッピーと言えるかわからな Je いん ne です sais け pas si ど on peut parler de fin heureuse, mais, ちょっと二人にとっては幸せか mais な en と tout いう cas ような peut-être 展開に tout au moins une fin heureuse pour ああいう形に ces deux personnages. C'est ce que j'ai tenté de faire. Il y avait une autre question juste devant. Dans beaucoup de vos histoires, en fait, il n'y a aucune explication en général aux phénomènes qui se produisent. Est-ce que quand vous créez vos histoires, vous essayez de créer une explication aussi, ou alors vous ne vous préoccupez pas de ça? Vous créez juste une histoire gratuitement sans vouloir tout expliquer? En fait, oui. 現象 En の fait, pour les 原因 phénomènes, というのを les causes de ces 設定しよ phénomènes, うと思えばできるんですけ si ど on voudrait en chercher et même les trouver, on pourrait le faire. 理に落ちるっていうん Il で y す a け une ど expression en japonais, Ikutu-poku c'est-à-dire natte que ça risque d'être trop rationnel むし et ろ du 謎 coup に perdre し de てお son いた intérêt. 方が Parfois, il est 読者の préférable 想像 de も maintenir 膨らむ le という点も mystère あります pour し stimuler l'imagination du lecteur. まあ起こった現象 Et そのもの vis-à-vis が donc もう du phénomène mesuré, qui s'est produit, Selon- il est 理由 intéressant en は soi, 語る必要はな quelle いと qu'en soit la Oui, cause, le donc on n'a stance, presque il y a pas des- besoin d'en parler. C'est ma position. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur au fond. Alors, avez-vous un regard sur le marché du manga horrifique actuel? Selon vous, quels sont les titres et les auteurs à suivre? あ日本の Oui, alors ホラー漫画家ですとで pour すね les mangaka d'horreur japonais, bien sûr, 梅津和夫先生とかのいや梅津和夫ベテランを il y a des ま vétérans. あ注目すべきなんで Bien すけど sûr, on doit s'y あの porter tout notre 新 intérêt. しい作家として Mais はです parmi ね les nouveaux auteurs, ノロイ・ミチルさん il y a と Noloi いう Michiru, 作家さんがいるんですけ il ど y a un auteur こ donc, の de 方 ce は nom. 非常におどろおどろしい Et 作 vraiment, 風で c'est un style なんていうんですかね particulier 不思議な、まあ et autre 異形 chose. という言葉があるの異形 Il と y か a 異 donc, 形と読むんですけ donc ど il y a un terme, 形が donc不思議な形 c'est à des formes 化け surprenantes, 物の形 un とか peu そういう monstrueuses. もののデザイン Il fait des セ designs, ンスが素晴ら il a しいと beaucoup 思 de い donc ます de goût pour cela. あとはそうですね Je pourrais également vous citer 加 aussi 護慎太郎先 Kako 生とか Shintaro. も面白いと思います
し、 peut être intéressant aussi. 最近は若 Et い plus 人でも récemment, parmi なかなか les auteurs même 力のある jeunes, 方が il y en a donc 出てきて qui いますの ont で、 donc de la これ force, から du 日本の talent. ホラー漫画も Je pense que les 盛り上がって mangas くるかもしれないです。 d'horreur japonais vont connaître une période florissante. Alors, y avait-il d'autres questions dans la salle? Ah, monsieur juste devant. Bonjour. Vous parliez des éditeurs. Quel poids ont les éditeurs sur vos histoires, vu qu'ils arrivent à vous faire changer la fin de votre histoire que vous aviez prévue? Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'impact quant à vos choix ou alors s'il y avait une balance, c'est plus 50-50 ou 70-30 ああ、それはもう編集者の Oui, キャラクターに ça dépend complètement de la personnalité よるところが多くてですね。 donc de l'éditeur. Donc si quelqu'un vraiment sait 抑え insister, 気味になってしまった dans り ce cas, je me laisse convaincre. 編集 Mais 者は donc 最初の l'éditeur, 私の最初 au の読 départ, 者 donc c'est mon premier lecteur. 私一人で書いてる Donc と si je 気がつ dessine かなかった seul, il y a des choses dont 点とかも des 多々あ points りますんで、 donc, そうい dont je う ne こう prends した pas 方が面 conscience. 白いっていうの Donc は si や on っぱ me り dit vous 書いてる本人 devriez には意 faire 外に分からなかった plutôt りする cela, ことな même の des で、 choses auxquelles je n'avais pas そう pensé いう意見 lorsque は je 非常に尊 dessinais. 重してます。 Donc je tiens compte de ces avis-là. そうですね。編集者 Ainsi, さんの意見 donc les avis Ah, des ça, éditeurs, 7割から peut-être 8割 à 70 à 80%, 聞き入れて j'en tiens 参 compte 考にしてcomme référence. やってます。 Donc j'en tiens compte dans mes œuvres. Alors, il me semble qu'il y avait une question en haut. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous travaillez seul ou avec une équipe autour de vous? Combien d'heures par jour vous travaillez? 私は En fait, dans mon 自 cas, 宅の私の donc, 部屋が仕事場になってまして、 je travaille dans une des chambres à mon ハイベッ domicile. ドっていうんですかね。 Il y a un ハイベ livre, ッド un 下 lit に qui est en 机を置いて hauteur et j'ai mis mon bureau en いつで dessous, も仕事できるようにし de て telle ます。 manière que je puisse travailler à 起き n'importe ている quand. 時は忙しくなるともう Lorsque je suis réveillée, ご飯 lorsque 食 je べたり suis お風呂入っ très た occupée, りする以外はもう hormis 全て les repas ou le bain, の時間に回してま tout- す。 j'utilise toutes mes heures Ah, d'éveil alors, au travail. まあ結婚して子供もでき Depuis たので、 que je suis mariée et que 子 j'ai 供 des の enfants, 面倒もたまには parfois il m'arrive そういう aussi と de ころの時間も m'occuper ちょっと de mes 取られ enfants. たりしてありま Donc す cela me prend du temps で aussi, un peu. そうです。基本 Et 的 donc, には par principe, ペンの作業は donc tout Autant le de travail diviser donc et avec actualiser. le stylo, je le fais moi-même. 仕上げの Et pour la 黒い finition, 部分を塗 les ったりと parties か donc à colorier en noir, 紙スクリーントーン ou bien le screen tone en, Grey, donc, là, en bon, maillage, 貼る作業とか c'est-à-dire は coller donc les parties un peu ちょっと grises. 知り合いの方に頼んで Je demande à des やってもらって connaissances. ます。最近はちょっとデ Ces ジタル derniers temps, に移行してますので、 On est passé au numérique. パソコン上の作業で Donc il y a des du travail sur ちょっ ordinateur と離れて personnel. いてもちょっとデータを Donc 渡し il て suffit d'envoyer les données. 作業して Donc もらう à ということが distance, 可能になりまし il た est。possible désormais de travailler de cette façon. Alors, est-ce qu'il y avait une question, oui, sur le côté? Bonsoir. Je voulais savoir, hormis celle que vous impose l'éditeur, qu'est-ce que vous posez comme limite morale ou de représentation? Est-ce que vous faites parfois peur et vous faites marche arrière parce que vous trouvez vos dessins trop effrayants ou ce genre de choses, voilà. Jusqu'où vous allez? Est-ce que vous faites de l'autocensure parfois? Oui, en fait, sur ce point-là, en tant que mangaka, lorsque je venais de débuter,
Donc un éditeur donc, qui était en charge de mon travail m'a donc donné quelques conseils, les points auxquels je devais faire attention. Par exemple, lorsque l'on représente des personnes faibles socialement, il fallait vraiment accorder une importance particulière, très importante. Ou encore, lorsque l'on représente la maladie, il y a les malades. Il ne faut pas que les personnes atteintes de cette maladie en soient incommodées. Il fallait avoir de tels égards. Tels étaient les conseils qui m'ont été prodigués. Il y a aussi donc pour les hôpitaux psychiatriques ou bien les maladies mentales, il y a certains tabous. On m'a dit faites attention à ces points-là. Et donc on m'a donné ces conseils. Par conséquent, depuis, je fais attention et donc je me discipline dans la réalité. Alors, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur, juste devant. Alors, je voulais vous demander quels modèles humains vous utilisiez pour créer vos personnages, parce que j'ai l'impression que beaucoup vous ressemblent physiquement. Et je vous imagine faire des grimaces dans le miroir pour les visages d'effroi, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes vous-même votre propre modèle? En fait, comme on peut s'y attendre, en fait, que le personnage puisse me ressembler, cela arrive fréquemment. En fait, je pense que c'est également le cas d'un grand nombre de mangaka, parce que mon propre visage ou l'ambiance que je dégage, on peut parfois souvent les retrouver dans mes personnages. Et lorsqu'un personnage pousse des cris d'épouvante, je ne dis pas que je regarde le miroir, mais... Et parfois, je prends la même expression de visage tout en dessinant ces personnages avec ces visages. Et donc, c'est vrai, les personnages tendent à me ressembler. Je voulais vous demander si vous croyez aux fantômes ou aux phénomènes surnaturels. En fait, lorsque j'étais tout petit, j'adorais déjà les histoires de fantômes. Et lorsque j'étais petit, eh bien, les fantômes ou bien les ovnis, soucoupes volantes, ou bien même Nessie dans le lac du Loch Ness, je pensais qu'ils existaient vraiment. Et donc, autrefois, j'y croyais. Mais ces derniers temps, je n'y crois plus, pratiquement plus. Donc, cela signifie que peut-être j'ai grandi et que je suis un adulte et que j'ai un cœur peut-être moins pur. Mais enfin, j'y crois plus. Mais ce que j'aimais lorsque j'étais enfant, je les aime encore tout autant. Je n'y crois. C'est peut-être bizarre d'aimer quelque chose auquel on ne croit pas, mais d'une certaine façon, j'y prends plaisir, pourrait-on dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent pour une question en particulier? Sinon, moi, j'en ai encore une. En France, monsieur. En France, en fait, la plupart de vos livres et histoires déjà parues sont déjà publiés par Tonkam Édition. À quoi travaillez-vous actuellement? Est-ce qu'il y aura des choses longues ou ce sera encore des histoires courtes? En fait, j'ai fait un manga avec des chats. Il y avait un chat que j'avais chez moi. Je l'ai représenté. Il s'agit donc à moitié de gag, mais enfin les dessins font peur. Donc c'est un petit peu étrange. Donc je souhaiterais que ce manga puisse donc paraître. C'est l'un de mes souhaits. Hormis cette œuvre-là, dans le futur, qu'est-ce que je vais donc dessiner? Je n'ai pas encore d'idée bien précise. Peut-être que cela sera donc un format court, ou bien
donc un format long. Peut-être que je vais relever ce défi. Et ce que donc j'ai l'intention de dessiner prochainement, c'est pas exactement de l'horreur. Il y a donc un romancier japonais qui s'appelle Dazai Osamu. Et donc cet homme de lettres, c'était donc plutôt, cela remonte à l'époque Showa, il est déjà mort il y a bien longtemps. Et il y a un roman intitulé Être indigne, ce n'est pas un être humain. Donc je vais peut-être représenter les dimensions, peut-être un peu d'horreur. Donc je serais heureux que le public français puisse le lire dans le futur. La question du monsieur. Je vous remercie. La question était, vous citiez vos influences japonaises. Et est-ce que vous avez d'autres influences en bande dessinée horrifique internationale? En fait, la première influence que j'ai subie, c'est Lovecraft et Tipeee. Donc, dans Lovecraft, il y a donc le roman de Lovecraft. Déjà, donc l'ambiance. Vraiment, au fur et à mesure qu'on lit, donc cette œuvre, on en tremble, et j'ai été influencée aussi, lorsque j'en ai été influencée pour faire Spirale. Alors, on a le temps encore pour une ou deux questions avant la fin. Alors, une question devant. Merci. Je voulais vous demander, en lisant vos œuvres, on ressent un effroi et un très grand malaise. Et je me demandais si vous, en tant que créateur de ces histoires, il vous arrivait de vous laisser gagner par ce malaise en les écrivant, ou est-ce que, au contraire, vous maîtrisez, vous avez un certain détachement par rapport à ce que vous racontez? Oui, alors pendant longtemps, j'ai dessiné beaucoup de choses grotesques. Et donc finalement, tout cela, donc il ne m'arrive jamais de trouver cela horrible, ou bien que cela suscite un malaise. Au contraire, je trouve ça plutôt, je trouve ça amusant. Mais lorsque je dessine des viscères, donc ça, je suis d'accord, cela peut susciter du dégoût, donc je n'en dessine pas. Donc on passe au chat après, les viscères. Et donc une dernière question. Monsieur. Dans beaucoup de vos histoires, en fait, ça en devient tellement grotesque parfois que ça devient presque comique. Par exemple, les poissons qui ont des pattes qui leur poussent, ça pourrait presque être un scénario de film comique aussi, quand on y pense. Est-ce que vous prenez en compte cet aspect-là de vos histoires quand vous les écrivez ? Oui, alors je me suis dit, je dessine ce au sujet duquel je me dis cela pourrait être intéressant, amusant, donc cela peut être un gag ou quelque chose de comique, et c'est peut-être cela effectivement dans les faits. Mais enfin, quand même, mon premier but, c'est de faire un manga d'horreur. Donc j'essaye de faire quelque chose qui puisse faire peur, mais peut-être que le lecteur les regarde en riant. Donc ça me laisse mitigé. Mais enfin, à partir du moment où vous avez pu trouver cela amusant, donc c'est déjà cela. Donc merci à tous d'avoir assisté à cette rencontre, d'avoir posé des questions. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Ito d'y avoir répondu. Et si vous voulez continuer cette rencontre, demain
au théâtre à 16h30 aura lieu une rencontre dessinée donc avec John Ito qui vous présentera des planches en cours de travail. Vous pouvez également revoir cette rencontre internationale sur le site du festival, la chaîne YouTube du festival, puisque tout a été filmé. Voilà, merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup.